Salut les Orusoïdes. Aujourd'hui, on va continuer sur la série d'émissions sur Frank Miller. Et puis, j'avais prévu d'en faire 3, mais finalement, après celle-ci, je vais faire une petite particule dans laquelle je vais faire un point de vue éditorial un peu, si on veut, là, de mon résumé personnel là, de tout ce qu'on va avoir vu dans les 3 premières émissions. Donc, aujourd'hui, le but, ça va être de comparer Electra Lives Again de 1990, donc le dessin de Frank Miller de 1990, via le dessin de Frank Miller de 2010 qu'on va retrouver dans Holy Terror. Et si vous avez suivi les 2 émissions précédentes, ben vous allez savoir donc que moi j'arrive donc avec une analyse qui semble vouloir dire que 1990, ça a été la crête, au moins dans l'effort réaliste que Frank Miller mettait dans son dessin. Et puis, dans une attention, j'aime à dire là, qu'à cette époque-là, donc, il utilisait encore une efface quand c'était le temps de faire les mines. Et puis, donc, c'est ça qu'on va essayer d'établir aujourd'hui en comparant une quinzaine de panneaux de chacune des 2 œuvres. Un autre petit point rapide. Oui, on pourrait faire cette analyse-là sous le point de vue simplement d'un effort. Donc, dans un certain point de vue, Frank Miller aurait arrêté d'injecter beaucoup d'efforts à devenir meilleur dans son dessin à partir de 1990. Mais on pourrait aussi lire ça simplement sous une ligne plus artistique. Et puis donc dire que Frank Miller visait un certain réaliste jusqu'à 1990, et puis qu'à partir de 1990, pour prendre pour la crête, si on veut, de cette tendance-là, arrive avec Holy Terror, ça serait un art plus subjectif. Donc, qui va plus faire référence à la perception d'une scène ou d'un moment dans une histoire, plutôt que son rendering graphique précis, si je pourrais dire. Là. Excusez-moi l'anglicisme. Là. OK. Donc, on va commencer avec Electra Lives Again, la page couverture. Donc, il y a 2 raisons aussi pourquoi j'ai utilisé ces 2 œuvres pour les comparer. C'est que les 2 ont pris une quantité de temps phénoménale à Miller. Miller n'est pas connu pour être nécessairement très prompt sur les deadlines. Et puis, il est très rare, en fait, qu'il rentre des séries dans les temps qui sont prévus originalement. Mais avec ces deux œuvres-là, donc Electra Lives Again et puis Holy Terror, on parle d'œuvres dont le travail s'est étendu sur plusieurs années, 5 ans pour Holy Terror, puis peut-être même un petit peu plus avec Electra Lives Again. Puis un deuxième point saillant pour comparer ces 2 œuvres-là, ça peut sembler un peu superficiel, peut-être ce que je vais dire, mais vous suivez-moi, vous allez voir que ça joue dans la composition graphique beaucoup. C'est que c'est une œuvre très blanche, donc il y a beaucoup de panneaux qu'il y a de la neige, ou en tout cas que pour des raisons narratives ou des raisons de tactique graphique, si on veut, il y a beaucoup de blanc et puis il y a très peu de dessins ou en tout cas, le blanc domine beaucoup des panneaux à l'intérieur de ces œuvres. Bon. Et puis, vite fait, donc, on voit ici quand même le style un peu rude de Frank Miller, pas d'encreur. Hein. On a été habitué de voir Frank Miller inké par des artistes qui avaient des formats plus comic book standard un peu là, du monde Marvel puis DC de cette époque-là. Et puis donc, c'est sûr que le style d'ancrage de Miller détonne beaucoup. Est beaucoup plus cru, beaucoup moins raffiné, mais c'était un de ses traits quand même caractéristiques, on l'aimait pour ça. Hein. Et puis ici, on a la couverture de Holy Terror, donc de 2010, et puis on voit un détail à l'attention qui semble volontairement avoir été évité. Même si cette BD a été dessinée en 5 ans, c'est difficile à dire au niveau artistique où est allé ce temps. Et puis c'est pour ça que moi, ça me semble plus un peu un truc d'un genre une manie, si on veut, ou quelque chose qui
un truc psychologique qu'il fallait qu'il mène à terme, autrement dit. Mais bon, ça, c'est pas mon domaine de psychologie, fait qu'on va s'en tenir au graphique de comic book pour aujourd'hui. Ici, on voit dans cette page de Electrolives Again, la synergie totale, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû mentionner avant, c'est que Miller, en 90, travaillait avec Lynn Varley, qui était son épouse. Et puis, après ça, donc, à la fin des années 2000, il y a eu divorce. Et puis, l'art de Miller, ben, s'en est retrouvé changé, on pourrait dire. Ou en tout cas, ça coïncide avec cette séquence d'événements qu'à partir de ce moment-là, il est ou tombé dans la paresse ou il a découvert ce nouveau style plus subjectif qu'il allait utiliser. On va voir dans les pages qui suivent. Ceci dit, la synergie entre la couleur de Lynn Varley et puis l'encre de Miller est évidente ici. À ce moment-là, il avait adopté la méthode de laisser Varley s'occuper de beaucoup des subtilités des dessins et pour lui simplement s'occuper des graphiques plus, si on veut, fondamentalement noir et blanc, le monochromatique, plus contrasté. Voilà le mot que j'aurais cherché. Ici, on voit une image qui est très belle quand même, qui vient de Holy Terror. C'est une des belles pages là, dans ce comic. Je parlais un peu plus tôt de réalisme versus la perception. Le mot... mon mot m'échappe pour l'instant, il va revenir, là, subjectif, on va dire. Donc, réaliste versus subjectif. Et puis donc, ici, si vous regardez la perspective sur le deuxième building à partir de la gauche, donc un genre d'Empire State Building ou quelque chose comme ça, puis sur le dernier building à droite aussi, vous allez voir que les perspectives sont pas droites, sont pas cartésiennes, sont subjectives, sont perceptives. Et ça, c'est aussi une influence très marqué de Will Eisner, qui était son mentor pendant des années, puis que son travail de 2010 en montant laisse clairement montrer là, ses influences qu'il a fini par qu'il a assimilé. Puis si on voit en contraste avec ce que je viens de vous montrer, donc les ombres genre cinéma noir là, qu'on voit souvent dans les œuvres de Miller, ben on les voit ici qui sont parfaitement cartésiennes, donc les règles de la perspective sont parfaitement utilisées. Donc on voit que Miller les connaît. Peut-être qu'il trouve ça long ou peut-être que simplement il a dépassé ce genre. Là. Allez savoir. Encore une fois, l'importance des couleurs. On s'imagine ces plans-là sans la couleur de Varley. Et puis, oui, on peut deviner le sujet, mais c'est vraiment mis en vie là, par la vibrance des couleurs de Varley. On retourne à Holy Terror ici dans une scène qui est au début une longue poursuite entre le fixeur et puis cette cambrioleuse là, qui est l'équivalent finalement de Catwoman. Comme je vous avais dit dans les émissions précédentes, donc vite fait, Holy Terror devait être une histoire de Batman, et puis après quelques années, les éditeurs ont fini par prendre froid là, en voyant qu'est-ce que Miller était après faire. Et puis ils ont choqué, ils sont sortis un peu du contrat, puis donc Miller a simplement rétro-ingénié son œuvre et puis enlevé les petites oreillettes et puis les petites oreillettes sur le casque de Batman et puis les petites dents sur les gants. Et puis il a transformé le Batman en le fixeur. Donc ici, dans cette scène qui est quand même très réussie là, au niveau de l'impression qu'elle laisse, donc on comprend très bien ce qui est mis en scène dans ça. Il y a comme une tempête, que ce soit de la neige ou de la pluie, puis il y a un gars qui court après une dame qui grimpe. Bon, les toits sont superbes, et puis les cheminées, tout ça, mais encore une fois, il n'y a aucune logique cartésienne en arrière de ces dessins-là. Les briques sont complètement inégales, complètement pas horizontales ni verticales. Et puis bon, ben, l'effet de perspective est ingénieux, mais c'est un effet de perspective en boîte. Là. C'est pas de la vraie perspective avec un point de fuite. C'est encore une fois un effet subjectif que Miller va créer ici. Donc on retourne dans Electrolives Again avec une scène avec un escalier en colimaçon plongeant
une scène plongeante, donc sur un escalier en colimaçon. C'est quelque chose que Miller va nous refaire souvent à travers sa carrière. Ça, c'est un des premiers exemples. Il avait passé beaucoup de temps là-dessus. On avait vu ces images-là quelques années, d'ailleurs, avant qu'Electrolytes Again apparaisse, mais ces images-là s'étaient rendues dans les pages des journaux de comics, comme entre autres le Comic Journal. Et puis donc, ça allait être un travail de long terme, et puis on peut voir comment la capacité de dessiner en perspective réaliste est maîtrisée par Miller ici. Quelque chose qu'on pourrait oublier en écoutant, en lisant Holy Terror. Donc, une autre scène ici de Holy Terror que j'ai trouvé quand même relativement réussie. Cette scène qu'on voit là, donc de Fixer qui tient la cat burglar dans ses bras dans une scène érotico-dominante, ou je ne saurais pas trop comment le dire. J'en ai dénombré 9, je pense, sur les 50 pages 9 pages doubles, là, sur les 50 quelques pages de Holy Terror. C'est donc un motif qui revient ad nauseam, trop. Je veux dire, oui, ok, je comprends que c'était un point important dans l'histoire, mais vraiment, c'est comme un 12e de l'histoire au complet, que c'est ça, le panneau. T'sais. Bon, ceci dit, j'ai choisi le mieux réussi d'entre eux. Et c'est quand même très beau. On reconnaît le style nouveau de Miller, là, qui dessine un petit peu... je voyais sur les fils de commentaires des gens qui disent que Miller dessine comme un enfant de 8 ans. Faut quand même pas exagérer. Là. On voit la sagesse en arrière de tout ça. C'est des choix artistiques qu'il fait clairement, mais des choix aussi peut-être de vitesse. Dans mon analyse précédente, je soulignais le fait que ça la donne aussi avec le moment où Miller est devenu millionnaire, le moment où ses histoires semblent... où ses comics semblent beaucoup moins importants pour lui. Si avant, il y avait un certain cynisme, on dirait maintenant que c'est presque le lecteur qui est le bouc émissaire de l'humour de Miller. Ben, ça, peut-être qu'on y reviendra en analyse finale. Là. Donc, un dernier point sur cette image... si on regarde la utility belt du Fixer, on peut clairement voir qu'il y avait une batte ceinture à cet endroit-là sur le dessin, et puis que Miller a fait une ligne, et zoup, il a fait une ceinture, puis il a dessiné des petites balles dedans, puis voilà, c'est plus Batman, c'est le Fixer maintenant. Bon, ici, on a un panneau de Electrolytes Again dans lequel on voit Miller on voit Murdoch qui est en crise interne un peu, et puis donc son isolation est mise à l'avant par le fait que c'est noir, hein, il n'y a pas de trait. Puis donc ça fait un dessin d'une grande simplicité, on pourrait dire, surtout si on enlève les couleurs de Varley. Mais ceci dit, c'est d'une efficacité redoutable. Et puis quand on regarde la composition des corps, que ce soit le corps assis en bas à droite ou debout, là, quand il marche à travers le panneau en haut, sa maîtrise du corps humain et puis de la forme du corps humain est parfaite. Encore une fois, quelque chose qui serait facile d'oublier dans le Miller post-2010. Bon, ici, on voit une image, encore une page double, d'une scène de ville. Et puis si j'avais fait ça, si j'avais vu ça dans un cahier de Miller quand il avait 15 ans, ou si moi-même j'avais fait ça à l'âge de 15 ans, j'aurais été très fier de ça. Mais au bout d'une carrière dans laquelle tu as démontré que tu étais le maître, que tu maîtrisais la forme, que tu as dépassé cette forme pour établir ton propre code, pour moi, le fan fini de Frank Miller, je peux juste voir une régression de ses capacités ou de son effort ou de sa volonté même à faire du comic book qui a de l'allure. C'est joli, mais presque pour un dessin sans dessin. Là, on peut voir un peu, oui, bon, ça rapporte à une ville. Oui, il y a beaucoup de fumée, c'est sale dans l'air. Mais c'est ça le comic book au complet, là, ces gribouillages, coups de pinceau que vous voyez qui composent les nuages, entre guillemets, c'est ça, Holy Terror, tout le long du début à la fin.
Ici, on retourne dans Electrolytes Again en 1990 pour voir encore une fois deux choses. L'effet de perspective, la maîtrise de l'effet de la perspective. Bon, si le corps humain et la forme de la femme qui est couchée dans le lit est bien réussie, on peut voir que c'est peut-être un peu rude, là, mais somme toute, le réalisme est encore très respecté. La perspective dans la pièce du haut, perspective de haut, comme la perspective de la ville en arrière, est superbe. Puis cartésienne, si on pourrait dire, ces briques sont de la même taille. Hein? Et puis, encore une fois, la synergie du travail avec Varley, donc le ciel et puis l'eau, c'est juste Varley, là, c'est juste la couleur de Lynn Varley. C'est superbe. Ici, on va encore une fois dans Holy Terror, donc un peu après la grosse explosion, là, qui est l'élément catalyseur de l'histoire, donc on retourne un peu dans le temps, puis on voit le vilain, qui est une jeune femme immigrante arabe, musulmane, donc terroriste. Et puis, si je dis ça comme ça, vous devinez ou vous saurez, si vous me connaissez, que c'est clairement pas mon opinion, mais c'est plutôt ce que Miller semble vouloir exprimer dans ce comic book. Et puis, ça semble, on va y revenir là en analyse finale, ça semble être cohérent avec les opinions de Miller, ou en tout cas les opinions que Miller avait à cette époque-là. On reviendra à tout ça dans la prochaine émission. Donc, encore une fois, c'est un dessin qui est, somme toute, assez laid. Oui, on voit ce que ça représente, un genre de truc dans un port, un silo à grains ou quelque chose comme ça, avec une grue, et puis, voilà, et puis la tempête, et puis des gargouilles sur lesquelles est assis le vilain. Très dramatique, très gothique, mais ça me semble peu efficace au niveau narratif. Et puis c'est plein de ce qui dérange beaucoup de gens, puis moi, à propos du Miller d'après le 11 septembre, on va dire ça comme ça. Donc ici, on retourne dans Electrolytes Again, et puis on voit Matt Murdock qui saute dans une scène typique de ce qu'on aimait voir dans les comic books de super-héros, là, donc des toits de New York, des sauts dans le vide, un héros qui court sur des corniches et puis qui saute sur des fils électriques. Du Miller comme on l'aime. Et puis encore une fois, vous remarquerez la perspective impeccable dans la plupart du dessin. Là. Peut-être avec ces briques rondes ici, là, on voit des imperfections, mais encore une fois, on voit qu'il essayait clairement très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'apprendre les lois de la perspective. Quand ça vient le temps de faire des briques et puis des fenêtres avec deux, trois points de fuite, c'est assez compliqué. Et Miller nous montre ici, encore une fois, une grande maîtrise de la technique. 20 ans plus tard, c'est ça qu'il dessinait. Donc là, oui, ok, c'est une scène apocalyptique, on va donner ça. C'est ça qui essaie de représenter quelque chose d'apocalyptique. Vous remarquerez que c'est encore le fixeur et puis la cambrioleuse qui sont les deux dans un plan collé dans le milieu d'une page double. Oui, on voit des trucs en arrière qui doivent être des antennes ou des vieux puits de lumière détruits par les explosions. Allez savoir. Et puis de l'air sale qui respire et puis qui les étouffe. Donc on sait que Miller était à proximité des tours en 2001 quand ça l'a sauté, puis ça a eu un effet profond sur lui, qui clairement nous exprime ici dans cette scène, puis dans cette œuvre, entre guillemets, tout le long pratiquement, il y a cette poussière qui vole dans l'air puis qui étoffe le monde, qui compare à de la craie empoisonnée. Donc ici, on retourne avec Elektra Lives Again, et puis on voit une scène de combat de Elektra et puis des ninjas. Je vous répéterai pas encore tout ce que je vous répète depuis le début, mais encore une fois, les mouvements des corps et puis les proportions des corps sont impeccables. Beaucoup de blend en composition. Une composition relativement minimale si on compte pas l'hypercomplexité des personnages. Excusez-moi. Oui. Donc,
Holy Terror. Encore une fois, l'explosion vient d'avoir lieu. Ou est en train d'avoir lieu. Les choses semblent voler un peu, je sais pas trop. Ou c'est tout dans la poussière épaisse, c'est difficile. C'est malheureusement, c'est très difficile à interpréter souvent qu'est-ce que l'image est en train de nous raconter. Ou si ça prend un effort particulier. Des fois, faut retourner à l'autre page avant pour comprendre ce que les images racontent. Et puis souvent, on pourrait interchanger les pages dans Holy Terror, puis peut-être corriger 2-3 mots, et puis ça changerait pas grand-chose dans l'efficacité narrative de l'œuvre. Mais bon, encore une fois, si moi j'avais composé ce que je vois là, j'en serais fier, je le mettrais sur ma page Facebook, puis je m'en vanterais, là. Mais moi, je suis pas Frank Miller. Je suis pas le maître des maîtres. Bon, en tout cas, faut pas exagérer non plus. Mais à une époque, c'était ça, hein. En 86, Miller, c'était The Boss, là. C'était The King, là. C'était The New King, on va dire. Bon, encore une fois, Electrolysis Again, composition minimale, mais hyper chargée. Autant que ça soit possible de dire ça dans la même phrase. Et puis ça, c'est vraiment pour moi, c'est l'événement apocalyptique, pas dans Holy Terror, ce que c'est, oui, mais non. C'est l'événement apocalyptique dans Frank Miller. C'est le moment où Frank Miller nous dit, regardez, là, je suis plus capable, je veux plus le faire. Vous me payez, je continue à le faire. Je sais que c'est terriblement cynique ce que je dis, mais encore une fois, on en reparlait dans mon analyse finale, quand on va regarder ensemble ce que Miller lui-même a à dire sur cette période de temps, et puis à différentes périodes, parce que son discours tend à vouloir changer. On dirait que depuis que DC ne l'ont pas laissé écrire un comic book, ils ont mis les mains de Dark Knight 3 dans un autre auteur qu'il fallait qu'il soit là pour faire du Miller avec le travail de Miller. Allez savoir ce que ça veut dire. Mais si vous regardez ce panneau, bon, on voit, OK, on comprend que ça parle d'un apocalypse. On peut deviner là, qu'il y a un building détruit en haut qui nous rappelle un peu les images là, qu'on a vues ad nauseam après le 11 septembre 2001. Les voitures dans le bas du plan donnent un sentiment d'échelle, mais un sentiment d'échelle que cet objet rouge en premier plan qui est un soulier de femme. Qu'est-ce que c'est cet objet rouge en premier plan? Qu'est-ce que ça représente ce dessin? J'aimerais qu'on me l'explique, s'il vous plaît, si vous le comprenez. Dites-moi-le en description, en bas de vidéo ou en bas du post Facebook. Pour moi, Miller a perdu l'intérêt de nous montrer clairement, de nous faire des dessins qui nous plaisaient puis qui nous racontaient une histoire. Petite pause. Ici, avec cette page de Electrolysis Again, encore une fois, on peut voir l'attention que Miller porte à la perspective et puis au réalisme en perspective. Et puis bon, encore une fois, le minimalisme de ligne par rapport au maximum de charge donc qui est laissé au coloriste, à Lynn Varley. Et puis on peut voir dans les traits du visage, entre autres, que vraiment c'est les couleurs de Varley qui donnent vie aux traits de Miller. Bon, cette page vraiment très réussie là, de Holy Terror, c'est un des dessins qui est le plus iconographique, si on peut dire ça comme ça, par rapport à l'efficacité de ce que ça, on dirait en anglais convey, là, le mot français m'échappe pour l'instant, mais est-ce que ça véhicule, si on veut. Et puis donc, c'est un dessin hyper minimaliste, dans un certain sens, qui est quand même assez chargé, mais qui a c'est comme un sigil, pratiquement. C'est comme un symbole magique qui émet une vision qui est bigotée complètement, qui est une vision complètement xénophobe, basée sur une haine
Ben, ça fait que c'est terriblement cliché, là, puis j'aurais dû garder ça peut-être pour mon analyse finale, mais c'est quand même ça le message iconographique de cette page, puis on va voir l'autre page de Holy Terror que je vais vous ramener un peu, l'autre 2 pages plus tard. C'est des images hyper efficaces, mais hyper efficaces à quoi? À faire ce que Miller lui-même disait qu'il voulait faire avec ce comic-là, donc de la propagande anti-musulmane, puis de la propagande anti-irano-arabe, ou là, c'est généralisé un peu de la façon que je dis ça. On verra en détail les mots de Miller lui-même au cours de la 4e vidéo. Mais bon, ceci dit, c'est les images qui sont les plus puissantes dans ce comic. C'est très puissant. C'est du gros Miller. Ben, on pourrait dire que c'est du Miller qui est tombé dans le dark side, peut-être, ou quelque chose comme ça. Il a perdu mon intérêt, moi, en tant que super-héroïste, en tout cas. Donc, cette composition-là, ici, de Miller, qui est brillante, qu'on retrouve dans Electrolytes Again, qui est encore une fois minimaliste à puissant pouvoir. Je veux dire, la page est en noir, c'est pas de ces deux corps, puis même 2 corps, on pourrait dire un corps et puis un lit, là. Mais n'empêche, les formes sont cartésiennement réalistes, et puis encore une fois, Miller semblait être à son meilleur. Donc, je vous parlais, quand on a vu le visage du combattant, je ne sais plus comment on les appelle, là, les Mujahideen, ou quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, la même chose, une image hyper efficace, une image d'une simplicité déconcertante. C'est du Miller minimaliste comme il s'en fait pas. Mais cette fois, il y a un respect là, un certain respect d'un certain réalisme de forme. C'est la main, on sait comment c'est difficile de dessiner des mains. La forme est très, très visuellement convaincante. Le visage, pas de trait, pourtant, encore une fois, très visuellement convaincant. Donc, mais c'est quoi? C'est un trait avec du noir. Puis donc, bravo, c'est hyper réussi comme composition avec une économie d'effort qui est louable, qui est merveilleux. Sauf qu'encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette icône graphique qu'on voit? Ben, c'est la main du méchant musulman qui a décapité un bon occidental blanc. C'est encore une fois un stéréotype hyper bigoté qui est exactement le fuel, si on veut, le pétrole, l'essence qui alimente, ou qui semble, en tout cas, selon toute vraisemblance, alimenter Holy Terror. Ben là, ici, on a Frank Miller at his best. Peut-être que les 2 visages dans les cases du milieu sont un petit peu ratés, mais cette scène des toits de New York avec un ninja qui se promène en silence, avec les couleurs de Lynn Varley, c'est de la qualité d'un affiche, là. C'est d'une beauté indescriptible, et puis c'est d'une efficacité narrative aussi sans faute. Donc, vous l'avez deviné, peut-être, le Frank Miller de 1990 me parle plus que celui de 2010. Mais bon, encore une fois, on va garder ça pour notre capsule de fin. Ici, on voit une page de Holy Terror. Et puis, je l'ai choisi c'est sûr que la composition hyper minimaliste du panneau d'en haut, là, avec le bateau, le véhicule de policier, le quai, c'est génial. C'est génial dans le sens d'une économie de moyens totale puis d'une efficacité presque totale aussi. Mais ma petite note, c'est que quand on regarde les 2 personnages en bas, c'est grotesque. C'est fait comme ça semble bâclé. Et puis si on peut dire que ça à propos du fixeur qu'on voit dans le 2e panneau en bas à gauche, donc le panneau de droite, le 2e, c'est pas très réussi. Mais si on regarde le visage de la cambrioleuse, ben là c'est complètement c'est grotesque. Le nez, les yeux, le masque comme tel, jusqu'à la forme de la tête qui est pas cohérente avec dans son côté droit, si vous regardez bien, avec la joue puis avec le côté de la tête. En tout cas,
ça semble avoir été fait vite un peu pour un comic qui a été fait en 5 ans. Contrairement à Electrolyte The Game, que tu dis, ah, OK, quand ça l'a sorti, tu dis, voilà pourquoi voilà ce qu'il faisait pendant ces 5 ans. Après ça, on a vu qu'il avait fait Robocop aussi, et d'autres choses du genre. On a déjà couvert ça dans les vidéos précédentes. Et puis, donc ça, c'est sur c'est cette dernière image que je vous finis cette présentation. Donc, dernière image de Electrolyte The Game, qui est encore une fois d'une simplicité minimale, similaire à ce qu'on retrouverait, mettons, dans des Sin City. Ça se compare quand même pas à ce qu'on retrouve dans Holy Terror. Et puis, le ciel, qui existerait simplement pas si c'était pas des fantastiques couleurs de Lynn Varley. Ah, je vous ai dit que c'était le dernier panneau, mais c'était le dernier panneau de Electrolyte The Game. Ça va être le dernier panneau de Holy Terror. Et puis, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas un dessin abstrait, là. Si vous réfléchissez un peu, si vous regardez la page d'avant, vous allez voir que la bouilloire en haut, donc en bas, il y avait de l'eau, donc ils sont ramassés dans l'eau, là. Vous allez comprendre que la tache en bas à droite, c'est la cambrioleuse qui est encore une fois attachée avec les mains dans le dos. Petite fixation ici. Qui est pas sans nous rappeler les vieux Wonder Woman des années 40. Puis les autres taches, c'est des gens qui revolent dans l'explosion. Eh oui. Donc, la difficulté là que ça m'a pris et puis que ça prend, selon moi, à déchiffrer cette page, puis le contenu narratif de cette page, c'est vraiment symptomatique du trou qui existe aujourd'hui, ou en tout cas qui existait en 2010 dans la capacité de Frank Miller de nous raconter des histoires ou dans sa volonté de le faire. Fait que sur ça, j'espère que vous appréciez ce petit vidéo qui s'est trouvé un petit peu plus long que je l'avais prévu, mais bon, je me suis laissé aller à vider un peu mes pensées sur le sujet. Je vais vous revenir avec une vidéo pour fermer cette série. Et éventuellement, pas immédiatement, là, j'étais prêt à préparer une couple de beaux petits projets, et puis je reviens là-dessus dans pas long. La prochaine capsule que je vais faire, ça va probablement être pour survoler avec vous le merveilleux livre que je tiens ici, The Silver Age of Comic Book Art de Harlan Schumer. Que oui, c'est un ami Facebook. C'est un gars qui est très très approchable, puis mais c'est un gars aussi qui est incontournable dans le domaine de l'histoire du comic book, puis surtout de l'aspect graphique de la chose. Fait que sur ça, je vais vous saluer, et puis je vais vous dire que si vous aimez le contenu, gênez-vous pas à laisser un petit like, même à vous abonner en pesant sur le petit bouton rouge d'abonnement, puis vous pouvez peser sur la petite cloche si vous voulez être informé à chaque fois qu'un nouveau vidéo sort. Sur ça, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, puis je vais vous dire, soyez vous-même le changement que vous voudriez voir. À la prochaine!